Deuxième partie de Politicia, votre rendez-vous politique. Mes deux invités sont restés avec moi pour continuer à parler de l'esclavage dont on a commémoré le 170e anniversaire le 27 avril dernier et ce 10 mai commémorera également la France, la journée nationale des mémoires de l'esclavage, de la traite et des abolitions. Et justement, en France, le 21 mai 2001, le Parlement français vote une loi, dite loi Taubira, qui reconnaît la traite négrière et l'esclavage comme crime contre l'humanité, vous l'avez dit. Malheureusement, ça s'arrête là. Pour les uns, il faut aller encore plus loin, reconnaître le crime et engager la possibilité de réparation. Pas question, rétorquent d'autres qui avertissent que toute idée de réparation pourrait ouvrir la boîte de Pandore. Mais comment les Africains doivent-ils se positionner par rapport à ce débat? Avant d'en parler avec vous, je vous propose d'écouter ce qu'en dit l'historien Jean-Charles Covy-Gomez. Les Africains doivent d'abord se situer par rapport à leur propre mémoire. Il s'agit d'un fait traumatisant qui a duré presque 5 siècles, n'est-ce pas? Et donc, pour beaucoup d'Africains, la réappropriation de cet épisode douloureux de l'histoire du continent africain et de sa diaspora, cette réappropriation mémorielle n'a pas encore été faite. En Europe, il est tout à fait normal que les Européens qui ont, pour certains, par exemple, la France, et la Grande-Bretagne, la Hollande, le Portugal, l'Espagne, tous ces pays-là ont tendance à minorer les effets traumatisants et dommageables sur les Africains et leurs descendants de cet épisode. C'est la raison pour laquelle ils opposent aux historiens africains, notamment les spécialistes de la traite négrière qui s'étaient réunis au colloque d'Haïti il y a quelques années, ils leur opposent une idée qui me paraît un peu problématique, à savoir que les descendants des Européens de cette époque-là n'ont pas à rémunérer ou à payer pour ce que leurs ancêtres ont fait. Bon, mais vous savez bien que dans des villes comme Nantes, Bordeaux, Honfleur, La Rochelle, Saint-Malo, etc., il y a encore des descendants de négriers qui jouissent du patrimoine, hein, et qui résultent justement de cette pratique esclavagiste. C'est le cas à Bordeaux, d'ailleurs, où des associations ont demandé récemment à ce que des noms de négriers soient, disons, effacés des rues, hein, et qu'on mette plutôt des progressistes qui ont milité contre l'abolition de la traite, notamment des personnes qui ont été abolitionnistes. Bon, donc c'est déjà fait en Grande-Bretagne. En Angleterre, il y a certains abolitionnistes comme Granville Sharp, etc., dont l'action est relayée publiquement, et il y a même eu des réparations en Angleterre et aux États-Unis. Je pense que de ce point de vue-là, il y a une exception française et que la France est un peu réfractaire à solder, disons, les comptes avec sa propre mémoire. Louis Jochetin est avec moi, auteur de Esclavage et réparation. Comment faire face aux crimes de l'histoire? Il se dégage des propos de l'historien Covy-Gomez. Une question, c'est comment se fait-il que les descendants de négriers, donc ceux qui ont profité hier, ceux qui se sont adonnés hier à l'esclavage, bénéficient aujourd'hui du fruit de l'esclavage? Et qu'on dise, mais les descendants des victimes n'auraient pas droit à réparation. Abordez-nous cette question. Quelle est la philosophie derrière? Vous avez raison, c'est un scandale absolu. C'est même plus grave que ça, puisque en 1848, eh bien, les propriétaires d'esclaves ont reçu des indemnités. C'est-à-dire qu'ils ont reçu de l'argent, des réparations à l'envers. Pour laisser partir les esclaves, pour libérer les esclaves. Exactement, ce qui veut dire qu'ils ont reçu tellement d'argent qu'ils étaient même plus riches après l'abolition qu'avant. Qu'ont-ils fait? Ils ont ouvert des banques.
la Banque de la Martinique, la Banque de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Réunion sont issues de ça. Et ce n'est pas seulement en France, c'est vrai au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Suède, etc. Et donc non seulement les victimes n'ont pas eu de réparation, mais c'est les coupables qui ont reçu de l'argent. Vous voyez à quel point le scandale est énorme. Mais Monsieur Tin, comment envisager aujourd'hui la réparation, au fond, concrètement? Alors, nous avions d'ailleurs lancé une campagne et nous avons proposé aux ministres... D'abord, corrigeons qu'on ne répare pas ce qui s'est passé. L'esclavage, ça ne peut pas se réparer. Donc c'est même abusif déjà de parler de réparation. Oui et non, parce que le mot réparation est synonyme de justice. Il n'y a pas de paix sans justice et pas de justice sans réparation. De ce point de vue... Et tous les jours dans les tribunaux, les juges font ça. Même si une personne a été tuée, eh bien c'est irréparable. Mais ça ne veut pas dire qu'on va laisser le criminel courir sans qu'on ne peut rien faire. On est d'accord. Votre fille a été violée, on va quand même mettre en prison la personne, des dommages et intérêts, même si c'est irréparable. Voilà. Donc c'est vrai aussi pour les plus grands crimes. Bien sûr. Alors, lorsque nous avions lancé notre campagne, nous avons proposé à M. Ayrault, qui était à l'époque Premier ministre, une cinquantaine de propositions. Je vais donner quelques exemples. Restituer à Haïti, par exemple, le trésor et la rançon qui a été imposée. Par exemple, la réforme agraire dans l'outre-mer, l'annulation de la dette des pays africains, faire un musée de l'esclavage, quantité de choses. Et nous avons obtenu gain de cause avec 3 exemples que nous avons obtenus l'année dernière. Donc c'est offrir des financements publics aux États, enfin aux États d'aujourd'hui, et hériter des territoires esclavagés d'hier. C'est parfaitement C'est sous cette forme que vous envisagez. De toute façon, la seule chose qui n'est pas possible, c'est d'avoir uniquement des réparations symboliques. Pourquoi? Parce que le crime n'était pas symbolique. Donc, à crime global, il faut une réparation globale. Je rappelle également que vous vous battez aux côtés du Bénin pour que lui soient restitués les quelques 5000 trésors pillés pendant la colonisation. Nous avons obtenu gain de cause auprès de M. Macron, qui s'est engagé lors de son discours à Ouagadougou à restituer aux pays africains les trésors qui leur appartiennent. Ça, c'est une victoire que nous avons obtenue. Mais il a dit dans son discours en novembre 2017, effectivement, à Ouagadougou, qu'il s'engageait justement à faciliter la restitution de ces trésors. Nous sommes en train de travailler, de négocier avec les experts français, c'est en train de se mettre en place. Nous avons obtenu également de M. Hollande la mise en place d'une fondation pour la mémoire de l'esclavage. C'est des réparations financières pour faire des choses morales. Nous avons obtenu aussi du Conseil de Paris qu'il y ait la mise en place d'un musée de l'esclavage en guise de réparation. Je rappelle qu'il y a 12 000 musées en France, 12 musées du sabot, 0 musée de l'esclavage. Et donc là, c'est quelque chose qui est en train d'être mis en place. Qu'il faut également... Donc, d'une certaine façon, ce que je veux dire, c'est que réparer, c'est faire justice. C'est vrai. Et les gens qui sont contre la réparation sont des gens qui sont coupables de complicité de crimes contre l'humanité. Parce que ça veut dire que vous protégez les intérêts des esclavagistes, des États, des banques, des compagnies. Donc les gens qui s'opposent à la réparation, je leur conseille de réfléchir véritablement à ce qu'ils font, dire non à la réparation. La droite française est très intransigeante sur cette question. D'ailleurs, quand on a vu en 2017, me semble-t-il, lorsque le candidat Macron a commis la petite erreur de s'excuser pour la colonisation en Algérie, on l'a bien rappelé. Donc c'est pour ça que je dis que ceux qui s'opposent à la réparation sont coupables de complicité de crimes contre l'humanité, car ils demandent l'impunité pour les auteurs. Or, demander l'impunité, c'est organiser la récidive. C'est vrai. Vous avez tout à fait raison de ce point de vue. Professeur Bemba Bong, je voudrais revenir sur la mémoire génétique et ce complexe d'infériorité que perpétueraient les descendants d'esclaves et que vous avez évoqué dans votre livre. Mais ce qui est réjouissant, c'est que vous n'êtes pas pessimiste. Vous êtes tout à fait optimiste et vous pensez effectivement qu'il est possible de transcender ce complexe d'infériorité, ce complexe d'incapacité et de réinventer, pour l'Afrique en tout cas, un nouvel avenir. Est-ce que vous sentez cela aujourd'hui chez la jeune génération, professeur? Puisque vous avez même indiqué quelques principes à respecter pour sortir de cette prison mentale. Oui. Notre problème aujourd'hui, je vous ai dit que moi j'ai grandi ici et je vois les rapports que nous avons aujourd'hui avec nos compatriotes qui sont nés qui sont nés en déportation. Bon, on dit afro-descendants, je dis nés en déportation. D'accord. Bon, cela veut dire que, n'oubliez pas, les Occidentaux ont pris une sorte d'habitude. Il y a un certain nombre de peuples. Lorsqu'ils vont chez eux,
parce qu'on leur a porté, on lui a fait du tort, il s'excuse, bon, il demande qu'on répare, parce qu'on a déporté 6 millions ici, on a déporté tel machin ici. Lorsqu'ils viennent en Afrique, ils viennent avec toute leur arrogance. Il apparaît même que nous ne sommes pas encore entrés dans l'histoire. Bon. Cela veut donc dire que les générations d'Africains qui sont là aujourd'hui doivent comprendre que ces gens vivent de notre faiblesse. Tant que nous considérons que nos compatriotes qui sont partis ne font pas partie de notre peuple, et qu'ils se diront que, parce que c'est la thèse aussi qu'on a vendue, mais on oublie que c'est le pape qui a autorisé les chrétiens à venir mettre en esclavage les Africains. Donc tant que nous aussi, nous considérons les uns comme les autres comme des ennemis, nous n'arriverons jamais à rien finaliser. Je vois par exemple pourquoi l'Union africaine, dans mon livre, le deuxième... Réflexion sur une dynamique de combat pour la renaissance africaine. Je pose le problème d'une université africaine où viendraient étudier tous les enfants d'Afrique, ceux qui sont nés en déportation, ceux qui sont nés sur le continent. Je pose vers la fin le problème d'une armée continentale qui sera constituée des filles et garçons de notre peuple. Ceux qui sont nés sur le terrain, le territoire, ceux qui sont nés à l'extérieur. Et deuxièmement, les enfants africains qui sont nés en déportation doivent avoir un certain nombre de droits en Afrique, de droits naturels. Donc, vous pensez que ce n'est pas le cas? Ils n'ont aucun droit en Afrique. Vous avez jusqu'à aujourd'hui des Français qui rentrent en Afrique, ils n'ont pas besoin de visa. Quand un Africain né en déportation arrive, mais c'est même un ennemi, on le considère comme un ennemi, alors qu'il a plus de droits en Afrique qu'un Français, parce que le Français, quand il rentre en Angleterre, on ne lui demande pas de visa. Mais quand un Africain vient ici, il faut qu'il présente le visa. Donc, c'est aujourd'hui à la jeunesse africaine de comprendre que nous sommes un peuple. Et moi, je dis souvent à nos compatriotes, nous fonctionnons sur 4 principes. 1, nous sommes des Africains. Il faut l'affirmer dans sa tête. Avec fierté. Avec fierté, parce que nous avons eu de grands empires. C'est pas parce que maintenant on nous fait croire que quand on est arrivé, nous étions en train de ramper comme des vers de terre. 2, il ne faut plus, parce que c'est là aussi le traumatisme, il ne faut plus donner de noms européens ni arabes à nos enfants. Il faut donner des noms authentiquement africains aux enfants. Le nom a une personnalité. Vous ne verrez jamais un Européen dire appeler son fils Lumumba, ni Sankara. 3, nous sommes des nègres marrons. Ça veut dire quoi? Nous n'avons aucune seule autorité. Nous avons déjà trop obéi aux lois des autres. Maintenant, nous avons dit, ça suffit. Nous avons une seule autorité, c'est notre peuple, c'est notre mère, c'est l'Afrique. Il faut marcher la tête haute, dites-vous. C'est ça le nègre marron. Il ne baisse jamais la tête. Il accepte tout. Même il a affronté des... 4e principe, très rapidement, va qu'on le 4e principe, un pays, une culture a un système. Le système africain, c'est le matriarcat. La mère. Vous le rappelez dans votre livre, les femmes avaient un rôle prépondérant, une place importante la mère, c'est dans la l'Afrique précoloniale. La mère, c'est la terre. Et vous allez voir qu'une fois que nous aurons adopté ces principes, vous allez voir l'épanouissement de l'Africain au plus haut niveau. Il faut respecter la femme et la mettre au cœur de l'activité économique, au cœur de la vie sociale. Voilà des aventuriers qui viennent, ils nous imposent le système patriarcal et nous, ne sachant pas quel avantage ils nous apportent, nous adhérons parce qu'ils sont nos maîtres, ils savent tout. Nous, on ne sait rien. Je propose, professeur Kombakou, on se retrouve dans quelques instants pour la 3e partie de notre émission. À tout de suite.